Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On retourne dans la demeure de Joseph Major où Agnès est dans les couloirs victoriens et comment il s'appelle? Et Joe est dans le bureau toujours. Agnès est aux prises avec le guetteur, elle essaye de le retenir pendant que Joe continue à fouiller les lieux pour récupérer éventuellement ces deux indices qui nous permettraient d'avancer dans l'acte. Juste avant la fin du deuxième épisode, j'ai eu une coupure micro et vous avez vu que j'avais posé Hyperconscience à côté des soutiens en jeu. Hyperconscience n'est pas en jeu hein, du tout, évidemment. Donc je l'ai laissé de côté. On avait aussi tiré Champ de mort, mais je crois que ça, on l'avait vu ensemble déjà. Voilà, après, il n'y avait pas d'autres particularités. Quand ça a coupé, j'étais en train de vous dire que j'espérais gagner cette partie pour pouvoir enfin déballer ce paquet chapitre que je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser pour l'instant, donc et qui nous renvoie au scénario 3. Voilà, qui s'appelle Le nom des secrets. Donc on verra ça. Voilà, allez, du coup on repart. Donc c'est une phase mythe qui va démarrer. Alors j'ai déjà mis la fatalité parce que j'ai commencé, mais je n'ai pas tiré de carte, donc on y va. On va voir ce que ça donne. Alors je vais tirer une carte pour Joe. Ah mince, c'est un deuxième destin de saut. Alors là, lui, il en a déjà un dans sa zone de menace. Alors, vous devez décider. S'il n'y a pas d'autre exemplaire du destin du saut en jeu, mettez en jeu destin de saut dans votre zone de menace. Un investigateur avec un autre exemplaire de destin de saut dans sa zone de menace subit 2 dégâts. Placez une fatalité sur un autre exemplaire du destin de saut. On va placer une fatalité parce que on est, euh, on est quand même loin du compte pour l'instant, puisque l'intrigue avancera à la 11e fatalité, on en a 5, donc plus une, ça fait 6. Je pense que lorsqu'on a fait notre choix, on peut simplement défausser ce destin de saut. Alors, en attendant, ce qu'on voit là, c'est que le paquet mythe diminue à vue d'œil. Hein. Alors ça, c'était pour Joe, pour Agnès. Ah, c'est pas possible. Ah non, je croyais que c'était une brume. Bon, ce qui aurait pas été si grave que ça. Par contre, il faut pas que Joe tire une brume, hein, sinon ce serait catastrophique. Alors elle doit faire un test de volonté. En cas d'échec, elle mettrait Terreur Nocturne en jeu. Bon, tout à l'heure, c'est déjà arrivé, elle a vaincu la terreur. Voilà, on va voir si elle fait de même. Alors pour battre la terreur, elle va... Donc elle a déjà 5, c'est un test de 4. Ok, elle a 5, donc elle va dépenser une ressource pour avoir 6. Et puis, on verra du coup ce qui se passe. Donc là, je suis à 6, un 5 plus 1 pour se surpasser par exemple. Et donc, on va essayer ça immédiatement. Allez, hop, oh là. Alors, c'est un échec. C'est un échec. Est-ce que j'ai moyen de contrecarrer ça avec mes cartes? Je crois pas. Hein. Parce que là, il faudrait que j'ai joué une carte mystique, c'est pas le cas. Si le test de compétence, non, bah non. Bah, donc c'est un échec automatique. Donc dans ce cas-là, c'est comme si j'avais obtenu un score de 0. Donc 0 et 4, c'est une catastrophe. Mettez en jeu Terreur dans la nuit à côté du deck Intrigue. Ouais. En cas d'échec avec une différence de 3 ou plus, c'est le cas. Terreur dans la nuit gagne renfort. Donc en plus, elle est tellement terrorisée qu'elle va gagner, enfin qu'elle va repiocher. Ouais. Bon, bah ça voilà, ça c'est la tuile. Alors qu'elle elle est en plein combat avec le guetteur en plus. Hein. Allez, elle repioche. C'est destin de saut. Donc on va placer une fatalité sur l'autre exemplaire du destin de saut, et on va défausser ce destin de saut, ce qui fait accélérer la fatalité, puisque on passe à donc, 2 et 3, 5 et de 7. On est déjà à 7 en fatalité. Ouais, ouais, le temps s'accélère d'un coup là. C'est la fin de la phase mythe. On va tout de suite reprendre le combat avec Agnès Becker face au guetteur. Donc pour ça, elle va... Ah non, première action. Ouais, on va faire autrement. Première action, elle va chercher une ressource. Ça me paraît indispensable.
Deuxième action, elle combat en dépensant une charge de son champ de mort. Elle va aussi dépenser une ressource pour se surpasser. Donc là, elle a 5, plus le champ de mort, ça fait plus 1, donc 6. Plus se surpasser, elle a 7. 7 contre le guetteur qui a 3 en combat, ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Je l'espère en tout cas. Allez. Une tablette. Alors une tablette, donc 7 moins 2, 5. 5 contre 3, c'est une réussite. Donc elle réussit. Et dans ce cas-là, vous gagnez plus 1. Mais elle n'inflige qu'un dégât. Ouais, elle n'inflige qu'un dégât au guetteur par contre. Voilà. Donc ça va l'obliger à attaquer encore. Sauf que là, elle a plus le champ de mort. Non, elle a plus le champ de mort ce tour. Celui-là, on le défausse. Par contre, elle a des choses dans ses mains. Ce qui m'embête, c'est de défausser le champ de mort. Par contre, attendez. J'ai joué le champ de mort et j'ai tiré une tablette. Donc, je peux tout à fait jouer inspiration naturelle. Ouais, c'est plutôt ça. Je vais plutôt jouer rapide à jouer quand vous devriez résoudre un effet sur une carte mystique. Donc, c'était le cas de champ de mort qui se déclenche quand un symbole est révélé. Donc, nous, on a révélé une tablette brisée. Soit vous annulez cet effet, soit vous résolvez une fois supplémentaire. Donc, on va résoudre l'effet une fois supplémentaire du champ de mort, ce qui fait qu'on inflige. Ah non. Ah si, une tablette. Si, une tablette. Qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est quoi que je résous? À jouer quand vous devriez résoudre un effet sur une carte. Oui, ben l'effet sur une carte, c'est d'attaquer, hein, je pense. Donc, j'attaque une deuxième fois, en défaussant inspiration naturelle. Je lui inflige encore un dégât, tout simplement. Donc, je lui mets un 5e dégât. Ça va suffire à le mettre hors de combat pour tout de suite. Donc, forcez, quand le guetteur spectral est vaincu, au lieu de le défausser, soignez tous ses dégâts. Désengagez-le de tous les investigateurs et inclinez-le, il ne se redressera qu'à la phase bien plus tard. Donc voilà. Ok. Donc là, elle a réussi quand même à le contenir, on va dire. Peut-être pas le vaincre, mais le contenir. Et ça va durer ce tour-là et le prochain. Ok, bon, c'était un peu juste. Heureusement que j'ai pensé à cette carte inspiration surnaturelle, justement. J'ai été inspiré, moi aussi. Par contre, là, cette fois, le champ, lui, est défaussé. Et on est pas mal. On est en train de voir que la partie se tend fort, c'est-à-dire que j'ai presque plus de ressources, j'ai beaucoup moins de soutien en jeu, je suis obligé de consommer la plupart de mes atouts. Donc c'est tendu quand même, hein. Je ne sais pas si ça va durer encore longtemps comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, Agnès a terminé, on va passer à Joe. Joe va enquêter, hein, il n'est pas engagé avec qui que ce soit, donc il va enquêter tout de suite. Il peut enquêter dans ce lieu qui a 4 de valeur obscure. Il va dépenser un- une charge, une provision sur le nécessaire empreinte digitale pour gagner plus 1 et puis surtout récupérer un indice supplémentaire en cas de réussite. Donc plus 1 en intelligence, il a 4, donc là il a 5. Il va aussi faire appel au docteur Milan 6. Et je pense que... est-ce que je défausse hyperconscience ou alors je joue hyperconscience? Ah oui, j'aurais peut-être dû jouer hyperconscience avant. C'est ce que je vais faire. On va considérer que je dépense une action et 2 ressources pour jouer hyperconscience avant de me lancer dans le test. Ça, j'ai fait un peu les choses dans le désordre, mais enfin ça revient au même à la finale. Deuxième action, j'enquête, donc j'ai dépensé une recharge. Donc avec hyperconscience, j'ai joué. J'active hyperconscience en dépensant une ressource, donc je passe de 4 à 5. Comme j'ai dépensé une charge, je gagne plus 1 en intelligence, donc 6. Plus le docteur Christopher, 7. 7 en intelligence face à 4 en valeur occulte. Allez, 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 allez. Allez. Une tête de mort.
c'est un crâne. Donc 7 face à 4, on est dans une configuration où les lieux sont hantés. Donc, eh bien, on connaît le tarif, hein, c'est -3. Donc 7 -3, 4, on réussit de justesse à enquêter. Puisqu'on réussit à enquêter, il gagne un indice. Ça, c'est très bien. Grâce au nécessaire à empreinte, il gagne un indice de la réserve. Donc là, on atteint 8 indices. Et en plus, il gagne une ressource. Grâce au docteur, toujours. Ok, là, à ce moment-là, on est en possession de 8 indices. Ce qui signifie qu'on serait potentiellement capable de faire avancer l'acte. Alors, en un clin d'œil, tout a changé. Oui, ça on a vu. Ouais, donc c'est ça. Donc là, je peux dépenser 4 indices x 2. Donc 8 indices, bah, c'est ce qu'on va faire hein, immédiatement. Puisqu'on les a, on va pas attendre. La fin, il reste une action à Joe, mais on va attendre. On va pas attendre. Ça se trouve, elle sera utile pour la suite de l'acte. Donc 8 indices, c'est un peu inespéré, donc je veux pas du tout risquer de perdre quoi que ce soit. Donc on déclenche et on voit ce qui se passe. 8 indices. Une issue. Vous trouvez le corps d'une des autres personnes piégées ici, un membre de la loge du crépuscule d'argent, supposez-vous. Bien que son espèce de tunique bleue et argentée suggère quelque chose de plus ésotérique. Dans sa main flétrie, il tient un petit livre portant l'insigne de la loge. Vous le feuilletez et, à votre grande surprise, vous retrouvez toutes sortes d'informations sur la brume et sur les créateurs que vous avez rencontrés, y compris un sort pour se libérer des liens de la mort et échapper au brouillard. Depuis combien de temps cet homme était-il là, à étudier ce monde? Quoi qu'il en soit, vous avez désormais une issue. La brume bloquant votre fuite recule. Révélez le hall d'entrée. Révéler le hall d'entrée. Ouais, d'accord. Il n'était pas révélé. Ah, parce qu'on ne pouvait pas le révéler, c'est ça? Le hall, ah oui, il était bloqué. J'avais pas vu. Donc le hall d'entrée est bloqué par un mur de brume spectrale. Vous ne pouvez pas entrer dans le hall. Bon, bah là, c'est bon. Donc, on peut révéler le hall d'entrée. Mélanger la pile de dés fausses rencontres dans le deck rencontre. Ah, par contre, ça, c'est moins cool. Et c'est tout. Par contre, bien, on atteint l'acte 3. Ah, ça, c'est top, hein, quand même. S'échapper de la cage. Maintenant que la brume a reculé, vous devriez être capable de sortir d'ici en vie. Mais qu'en est-il de Joseph Enger et des autres membres de la loge laissés derrière? Devriez-vous rester pour les aider ou fuir, tant que vous en avez encore la possibilité? Forcez. À la fin du round, chaque ennemi crépuscule d'argent dans le hall d'entrée s'échappe. Placez-les sous le hall d'entrée, hors jeu. Déplacez une fois chaque ennemi crépuscule d'argent ayant le mot distant en direction du hall d'entrée. Forcé à la fin du round, chaque ennemi crépuscule d'argent dans le hall s'échappe. Ah d'accord. Bon là ça va être vite fait, il n'y en a aucun qui va finir. Forcé à la fin du round, d'accord. Et déplacer une fois chaque ennemi crépuscule d'argent ayant le mot distant en direction du hall d'entrée. Objectif, si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. Objectif, si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. Donc pour abandonner, il faut qu'on retourne dans le hall d'entrée et qu'on dépense une action. Ok. Bon. Ah, c'est pas gagné avec le chasseur, mais on a quand même un tour de répit, donc ça peut le faire. Hein. Ah, ça peut le faire. Ça peut le faire. Donc là, tout de suite, forcé à la fin du round, d'accord. Donc là, euh, on est à l'acte 3, et c'est toujours à Joe Diamond qui dépense sa dernière action pour, du coup, se diriger vers les couloirs victoriens et rejoindre Agnès. Fin du tour. C'est au monstre. Donc là, ce que nous dit à la fin du round, chaque ennemi crépuscule d'argent dans le hall d'entrée s'échappe, non. Déplacer une fois chaque ennemi du crépuscule d'argent ayant le mot distant en direction du hall d'entrée. Donc lui, il court vers le hall d'entrée aussi, lui également, et Joseph Major aussi. D'accord. Avec leur fatalité, hein, cela dit. Ils ne perdent pas la fatalité. Donc voilà, on a beaucoup de monde autour de nous.
Le guetteur est toujours embusqué, on ne sait où dans la salle, mais il ne va pas bouger lors du prochain tour, donc on est bon. Ça, c'est la fin de la phase ennemie. Ensuite, on passe à une phase entretien. Durant cette phase entretien, on va redresser... je vais la faire avec vous, comme ça, comme c'est important là. Donc, on prend une ressource pour Joe, on tire une carte, yes, c'est son Colt. Bon, je sais pas si vraiment ça va servir, mais on va le prendre quand même. Hein. Pas faire la fine bouche. Pareil pour Agnès, elle prend une ressource et tire une carte. Et c'est quoi? Attirer vers la flamme. C'est un événement, piochez la carte du dessus du deck rencontre, ensuite découvrez 2 indices. Ouais. Bon, par contre, ça peut nous être utile pour un test d'intelligence, notamment. Ok, combien la carte? Il faut que je vérifie la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on n'est pas en limite de main pour l'instant, donc on va conserver cette carte, pas de problème. Voilà. Là, on a terminé. Je vais juste réinitialiser leur jeton d'action. Et non, on redresse pas encore le guetteur. Pas encore. On passe tout de suite au nouveau tour, sans attendre. Une phase fatalité fait qu'on atteint quand même donc 4 et 2, 6 et 2, 8. Ok. Ça, c'est la première chose. Ensuite, phase mythe pour Joe. Ce sont les mystères de la loge. Révélation. Placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche et ensuite, jusqu'à la fin du round, augmenter de 2 la difficulté pour combattre. Ouais, non, mais nous, on va pas combattre du tout. Et on n'est pas engagé avec eux. Là, les choses se goupillent plutôt pas mal. On a bien fait de rester dans le bureau, franchement. Une fatalité, donc ça amène à 9. La fatalité sur l'ennemi le plus proche, je vais le mettre sur celui-là, ça n'a pas d'importance. Voilà. Si aucune fatalité, si. Échapper ou discuter avec cet ennemi. Non, non, on va pas discuter, on va se barrer. Vite fait, bien fait. Voilà. Pour Joe. Pour Agnès. Ah, c'est un spectre. Donc elle, tout de suite, elle rentre en... Elle est engagée hein, par ce spectre immédiatement. C'est un monstre chasseur, guest, spectral, chasseur, forcé. Quand le spectre est vaincu par les dégâts, sauf d'un sort honorifique, au lieu de le défausser, ah ouais, donc il va falloir que je m'en occupe de lui. Ou alors j'essaye de m'échapper, il a que 2 en évasion, alors que... et en plus, on va essayer de s'en échapper plutôt. Hein. Je pense, ouais, on a dextérité x2. Puis je peux jouer autant de cartes que je veux, donc je peux faire un test de dextérité où on a même celui-là. Donc ouais, on a dextérité 5 là si on veut, plus 2 ça fait 7. Si ce test compétence est réussi lors d'une tentative d'évasion, l'investigateur qui s'échappe a le droit de désengager immédiatement de chaque autre ennemi engagé. Bon, il n'y en a pas d'autres. Ok. Ok, ouais, donc c'est bon. Là, pour Agnès, ça devrait le faire. Et on a fini la phase mythe. Donc on passe tout de suite à la phase investigateur. Agnès va tout de suite essayer de s'échapper. Donc c'est une action. Pour essayer de s'échapper, eh bien, elle va jouer. Donc elle a 3 plus les 2 dextérité, ça fait 7. Plus instinct de survie. Ça me fait un petit peu peur. Si ce test de compétence est réussi. Ouais, non, je la joue. 8. J'ai 8 face à 2. Allez, on y va. Ah, c'était une réussite. Donc 8 plus 3, ça fait 11 face à 2. C'est une réussite totale. Donc elle réussit à se désengager de cet attaquant. Donc le spectre se perd dans les couloirs victoriens. Tout simplement. Je défausse toutes ces cartes. Alors, est-ce que c'est pertinent d'avoir fait ça parce que j'ai un petit peu oublié qu'il y avait la suite de l'aventure quand même. Après, on verra. D'autant que j'aurais pu garder une carte puisque j'avais ce surpassé qui m'aurait aidé là. Moi, j'ai oublié. C'est pas grave. Bon, ça m'a vidé ma main de cartes, mais tant pis. C'est fait. Ça, c'était sa première action. Deuxième action. Elle va se déplacer vers le hall d'entrée. Et
Troisième action, elle abandonne. Bah oui, elle abandonne. Vous vous ruez vers la porte d'entrée du manoir, échappant au monde spectral en laissant les autres survivants affronter leur propre destin. Ouais, c'est clair. En même temps, elle lutte, mais je me vois pas combattre à la fois les Joseph Major, le Spectre, le Guetteur. Je pense que ce serait un petit peu présomptueux quand même. Elle est forte, mais bon, si elle survit pas, je vois pas l'intérêt. C'est la fin. Ah, il lui restait une action, cela dit, hein. Eh bien, en dernière action, elle va. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, bah, elle fait rien, elle est partie. Eh ben non, j'ai dépensé ma dernière action pour abandonner. Ensuite, c'est à Joe Diamond. Eh bien, lui, il va faire pareil, ou alors. Non, non, il fait pareil. Il se dirige pour une action vers la sortie, une autre action, il abandonne. Voilà. Du coup, je pense que ça met fin à l'épisode. Alors, qu'est-ce qu'il écrit là? Objectif, si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. Ouais, c'est le cas. Ok. Envie, pour l'instant du moins. Venir ici était une très mauvaise idée. Vous espériez trouver des indices relatifs aux disparitions qui ont eu lieu sur les propriétés, pas devenir vous-même une victime. Vous traversez le hall d'entrée et claquez derrière vous les lourdes portes d'entrée du manoir, dans le but de mettre le plus de distance possible entre vous et la demeure de Medjer. Malheureusement, votre plan tourne court. Ah, mince. Voir la conclusion, c'est un. Ah bah alors, c'était peut-être pas le bon plan. Et là, il aurait fallu qu'on reste dans le manoir alors. Ouais, sûrement, fallait faire face encore. On s'est sauvé. C1. Alors C1, C1. Ah mince. Ah, j'ai fait le mauvais choix. Conclusion 1. Vous émergez dans le patio pour vous retrouver cerné par des hommes sinistres vêtus de longues imperméables. Plusieurs d'entre eux glissent une main dans la poche de leur manteau. Un avertissement plutôt clair pour prévenir tout geste brusque. Avant qu'aucune menace n'ait pu être mise à exécution, le silence est brisé par une voix glaciale. Messieurs, nous n'avons nul besoin de cela. Les hommes s'écartent pour laisser passer un vieil homme que vous connaissez comme étant Carl Sandford, le président de la loge du Crépuscule d'Argent. Malgré le danger de la situation, il a l'air parfaitement détendu. L'absence totale de peur dans sa posture et ses actions témoignent d'une confiance née d'un pouvoir substantiel. Ses gardes du corps reculent de quelques pas afin de vous laisser parler en privé à M. Sandford. Dans votre carnet, indiquez que les investigateurs se sont échappés du monde spectral. Ensuite, chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Alors nous, on n'a pas fait de pile de victoire, mais la pile de victoire X, ce sont les lieux et les monstres vaincus. Alors, autant dire qu'on n'en a pas des masses, je pense pas. Donc là, on en avait un tout à l'heure. Voilà, on a la brume du néant qui a été vaincue. Voilà, on avait réussi à vider le hall dans sa version, mais il n'y a pas de point de victoire. Couloir victorien, non, on l'a pas vidé. Ça non plus. Le bureau, je ne crois pas. Non, non. Ah si, on l'avait vidé, mais il n'y a pas de point de victoire. Après, le reste, on n'y a pas été. Donc voilà. Et ici, ouais, on n'a pas essayé de battre Joseph Major, ni les néophytes, donc non plus. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on n'a rien fait de spécial. Là-bas, on n'a pas fini de vider le lieu. Donc je sais pas s'il y avait des points de victoire. Ouais, il y avait. Ah, victoire 2. Oh, quel dommage. Ouais, non, mais on n'a pas réussi. Donc ça met fin à nos actions. On a remporté qu'un point de victoire, uniquement. Voilà. Donc je le noterai. Ensuite, continuer vers l'interlude 2, le prix du progrès. Interlude 2, le prix du progrès. Si au moins un des investigateurs possède le trait crépuscule d'argent, non, aucun des deux. Sinon, lisez le prix du progrès 2. On va lire ça. Je regrette que nous nous rencontrions dans des circonstances aussi
tragique, déclare cavalièrement M. Sandford. Vous froncez les sourcils, suspectant que le tsar n'a rien à voir là-dedans. Vous lui demandez ce qui va advenir de ceux qui sont toujours piégés à l'intérieur. Le progrès de l'humanité requiert des sacrifices, annonce-t-il d'un air impassible. Dommage que celui-ci ait dû être un sacrifice de sang. Mais le chagrin est un faible prix à payer en échange des bénéfices de notre travail. Continuez à Le Prix du Progrès 3. Vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour écouter M. Sandford déblatérer sur des notions de sacrifice. Vous cherchez des réponses. Vous lui demandez des explications, mais le vieil homme vous interrompt d'un regard. Oui, oui, vous parlez de l'incident de la semaine dernière. Ce fut la première manifestation des créatures et l'arrivée de la sombre brume que vous avez vue à l'intérieur. Il se tourne vers la porte d'entrée du manoir et s'éclaircit la gorge. La loge n'est pas impliquée dans les disparitions qui ont lieu ce soir-là, explique-t-il après une courte pause. Mais nous ne pouvions pas vraiment aller voir la police et leur dire qu'une créature constituée de brume avait enlevé 4 personnes dans la demeure de M. Major, n'est-ce pas? Nous avons donc décidé de prendre les choses en main. Nous soupçonnions que la chose avait été guidée vers la foule et nous avions donc recréé les circonstances de l'incident afin de comprendre ce qui était arrivé, de connaître ses motivations. La décision d'organiser une autre soirée dans la demeure de M. Major, sitôt après les disparitions, prend désormais tout son sens à vos yeux. Bien que vous répugniez à l'admettre, le plan mis en œuvre par la loge n'était pas dénué d'une certaine logique. Mais vous n'appréciez pas particulièrement le fait d'avoir été utilisé comme appât. Qui sait combien d'innocents ont été mis en danger? Et même si le but était noble, valait-il le sacrifice? J'espère que vous comprenez que notre organisation n'aspire qu'au meilleur pour l'humanité. Il existe de dures vérités au-delà de nos 5 sens, ajoute M. Sandford d'un sérieux. Si nous voulons survivre et prospérer, nous devons nous adapter, nous devons apprendre, nous devons comprendre. C'est ce que notre ordre cherche à atteindre, une meilleure compréhension du monde qui nous entoure, un but qui mérite d'être poursuivi, ne croyez-vous pas? Enfin, vérifiez les ennemis crépuscules d'argent dans la pile de victoire et sous le hall d'entrée. Ouais. Alors oui, normalement, ils auraient dû se déplacer, mais il se passait rien. Lui, il aurait dû se redresser à la fin de ce round. Si Joseph Major est dans la pile de victoire, continuez le prix à progrès 4. Non, je crois pas. Hein. Si Joseph Major est sous le hall d'entrée, passez le prix du progrès 5. Si aucune des propositions ci-dessus n'est vraie, et qu'il y a autant ou plus d'ennemis crépuscules d'argent dans la pile de victoire que sous le hall d'entrée, continuez au prix du progrès 4. Si aucune de ces propositions ci-dessus n'est vraie et qu'il y a plus d'ennemis crépuscules d'argent sur le hall d'entrée que dans la pile victoire, passez le prix du progrès 6. Ouais, donc je pense qu'on passe au prix du progrès 6 parce que il n'y a aucune des propositions ci-dessus vraie. Voilà. Donc après, peu importe où sont finalement les personnages du crépuscule d'argent, quoi. Ok, il est là. Alors, il y a beaucoup de ramifications de scénarios là. Vous réfléchissez posément aux paroles de M. Sandford. Vous pensez qu'il a dit la vérité, mais vous n'êtes pas certain que la fin justifie ses moyens. Avant que vous ne puissiez répondre, Joseph Major émerge de la demeure derrière vous, flanqué de 2 gardes vêtus de costumes hors de prix. L'un d'eux porte une longue lame argentée, l'autre observe attentivement la situation, gardant une main sur la crosse de l'arme qu'il porte à la ceinture. Joseph vous reconnaît et s'adresse à vous sèchement. Vous vous êtes mêlé de ce qui ne vous regardait pas, menace-t-il en vous fixant de ses yeux sombres. Taisez-vous, Joseph, l'interrompt Karl Sandford. Le vieil homme s'approchant calmement et vous tend la main. Vous avez affronté en première ligne le danger qui nous menace tous. Rejoignez-nous et nous le combattrons ensemble, en unissant nos connaissances. Nous pouvons protéger Arkham de ce danger. Dans votre carnet de campagne, indiquez que Joseph est bel et bien vivant. Ouais, alors est-ce que c'est bien ou mal, ça je ne sais pas. Les investigateurs doivent décider, choisir une option. Je refuse de prendre part à tout cela. Donc ça c'est notre décision. C'est d'accord. Alors si on choisit de refuser
prendre part à tout ça, c'est-à-dire à sacrifier des innocents, ou plus ou moins, pour arriver à nos fins, on passe au progrès 7. C'est d'accord, on passe au progrès 8. C'est d'accord, mais vous n'en pensez pas un mot. On passe au progrès 9. Oh la vache. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est d'accord ou je refuse? Bon, on va quand même tenter la feinte. C'est d'accord, mais vous n'en pensez pas un mot. On va tenter le prix du progrès 9. Vous serrez la main de Monsieur Sandford. Sa poigne est froide mais forte. Les autres membres de la loge semblent se détendre tout autour de vous. Nous accomplirons de grandes choses ensemble, mes amis, dit Sandford. De grandes choses, sans aucun doute. Mais du coin de l'œil, vous voyez l'un des sbires de la loge raffermir sa prise sur la crosse de son arme. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs sont membres de la loge. Ah bon? Ah d'accord, on est membre de la loge maintenant. Ensuite, on ajoute un pion cultiste à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs trompent la loge. Ensuite, l'histoire continue dans le scénario 3, le nom secret. Ah yes, on va pouvoir ouvrir un paquet chapitre. C'est assez énorme. Alors je pense que ça, je vais mettre fin à la vidéo, et puis ça, je vais vous proposer de continuer ou non la campagne filmée. Et dans tous les cas, j'ouvrirai le paquet chapitre dans une courte vidéo que je ferai entre deux épisodes, entre deux scénarios par exemple. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette partie vous a plu autant qu'à moi. Moi, je m'éclate, hein, littéralement. Arkham JCE est un jeu que l'on peut critiquer, mais c'est un jeu aussi où il est difficile de s'ennuyer et de ne pas s'amuser. Moi, je le trouve excellent. Et cette campagne me paraît très bien équilibrée. C'est-à-dire qu'on gagne, enfin, disons qu'on s'en sort plutôt, parce que gagner, c'est pas sûr. On a l'impression de sortir à chaque scénario, mais c'est vraiment tendu à chaque fois. On est en passe, là on voit, hein, la situation, elle est quand même limite, quoi. Un peu plus, le guetteur se réveille et puis nous fait la misère. Il peut détruire Joseph Major et les néophytes de la loge sans problème. On a le spectre qui nous menace. Enfin voilà, on est quand même sur le fil. Après, je trouve qu'on a bien spécialisé nos personnages. C'est peut-être ça qui nous permet d'avancer un petit peu plus loin dans la campagne, sans trop de dégâts durant ce scénario-là, qui était assez tendu, notamment au niveau des tests, mais bon, qui n'a pas nécessité, par exemple, beaucoup de combats. On peut se demander ce que nous réserve la suite, du coup, légitimement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, moi je ferai un petit sondage sur la page de communauté de la chaîne, pour savoir si je continue ou si j'arrête de filmer, parce que moi je vais continuer nécessairement, mais n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir la suite, hein, en commentaire ou non. Ça m'aidera aussi à prendre la décision. Voilà. Bien, écoutez, cette fois je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures et puis potentiellement d'autres jeux. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse, salut!